commencement, il y avait une image. Une image lisse, lumineuse, presque irréprochable. Celle d'une femme que le public croyait connaître, qu'il pensait comprendre et qu'il admirait sans réserve. Mathilde Seignière incarnait alors ce que la célébrité contemporaine produit de plus rassurant, une réussite visible, maîtrisée, racontée selon les codes attendus du succès moderne. Avant que les mots « chute », « scandale » ou « double vie » ne s'imposent dans le récit médiatique, Mathilde Seignière était d'abord une figure d'adhésion. Une personnalité que l'on associait spontanément à l'élégance, à l'intelligence, à une certaine retenue morale. Rien, ou presque, ne semblait dépasser. L'ascension de Mathilde Seignière ne s'est jamais faite dans le fracas. Elle n'a pas explosé du jour au lendemain, ni provoqué la polémique pour exister. Sa trajectoire publique s'est construite sur le temps long par une succession de choix cohérents, de prises de parole mesurées, de silences calculés. Très tôt, elle a compris une règle essentielle du monde médiatique. La notoriété durable ne repose pas uniquement sur le talent, mais sur la narration de soi. Chaque apparition, chaque interview, chaque photographie participait à la construction d'un personnage public stable. Mathilde Seignière n'était pas seulement une femme visible, elle était une femme lisible. Dans un paysage médiatique, saturé de provocations et d'excès, cette lisibilité était un atout. Elle rassurait les médias, séduisait les annonceurs et installait une relation de confiance avec le public. Ce qui frappait chez Mathilde Seignière, c'était cette capacité à occuper l'espace sans jamais le saturer. Toujours présente, mais rarement envahissante. Toujours élégante, sans jamais sembler inaccessible. Elle maîtrisait l'art délicat de la juste distance. Dans ses apparitions publiques, elle privilégiait un style sobre, presque classique. Pas d'excentricité, pas de déclarations tapageuses. Ses choix vestimentaires, ses postures, son langage corporel semblaient obéir à une même logique. Ne jamais donner prise à la controverse. Cette élégance n'était pas seulement esthétique, elle était aussi morale, du moins en apparence. Mathilde Seignière incarnait une forme de respectabilité moderne compatible avec les attentes d'un public en quête de modèles crédibles. Ses interviews étaient minutieusement préparées. Elle parlait de son travail, de ses engagements culturels, parfois de sujets de société, mais toujours avec prudence. Jamais de confidences excessives, jamais de règlement de compte. Elle cultivait une image de femme réfléchie, consciente de sa responsabilité publique. Dans un univers où l'exposition de l'intime est devenue une monnaie d'échange, son refus apparent du sensationnalisme était interprété comme une preuve de maturité. Elle semblait avoir compris que, pour durer, il fallait résister à la tentation de tout montrer. Cette retenue renforçait paradoxalement son capital symbolique. Plus elle se taisait sur certains aspects de sa vie, plus le public lui prêtait des qualités. Discrétion, fidélité, équilibre. Mais l'image publique de Mathilde Seignière ne lui appartenait déjà plus totalement. Elle était devenue un support de projection. Chacun voyait en elle ce qu'il voulait y voir. Une femme forte, une réussite inspirante, une preuve que l'on peut être célèbre sans se perdre. Cette idéalisation est un mécanisme classique de la culture des célébrités. Le public ne se contente pas de consommer des images. Il y projette ses propres aspirations, ses valeurs, ses frustrations. Mathilde Seignière devenait ainsi moins une personne qu'un symbole. Un symbole fragile car bâti sur une promesse implicite. Celle de la cohérence entre l'image montrée et la réalité vécue. Avec le recul, certains observateurs diront qu'il y avait des signes, des micro-fractures presque invisibles, une fatigue plus marquée lors de certaines apparitions, une tension inhabituelle dans le regard, des absences inexpliquées. Mais à l'époque, rien ne semblait alarmant. Le récit dominant restait celui d'une ascension maîtrisée. Les médias préféraient s'inscrire dans cette narration rassurante plutôt que de la questionner. Car interroger trop tôt, c'est risquer de briser un mythe encore rentable. C'est ici que se joue le nœud dramatique du récit. Plus l'image publique de Mathilde Seignière gagnait en perfection, plus elle devenait contraignante. La célébrité n'est pas seulement une exposition, c'est une assignation, une obligation de correspondre en permanence à ce que l'on a laissé croire. Dans cette première phase, tout semblait encore sous contrôle. Mais la mécanique était déjà en marche. Une mécanique implacable où chaque faux pas futur serait jugé à l'aune de cette image initiale idéalisée. Le contraste à venir n'en serait que plus violent. Lorsque l'image publique est parfaitement huilée, la moindre fissure devient une menace existentielle. Pour Mathilde Seignière, cette fissure ne s'est pas ouverte brutalement. Elle s'est creusée lentement, dans le silence, à l'abri des regards, là où la célébrité ne protège plus, mais isole. Derrière la femme admirée, respectée, presque idéalisée, une autre réalité prenait forme. Une réalité faite de contradictions, de désirs inavoués et de choix secrets. L'adultère, dans ce contexte, ne fut pas seulement une transgression morale. Il devint le symptôme d'un déséquilibre plus profond. La vie de Mathilde Seignière s'est peu à peu scindée en deux rythmes parallèles. Le premier, public, continuait d'obéir à une logique de maîtrise. Apparition officielle,
engagement professionnel, discours calibré. Le second, intime, échappait à toute mise en scène. Cette double temporalité est un phénomène récurrent chez les personnalités exposées. À force de devoir incarner une version idéalisée d'elles-mêmes, certaines développent des espaces secrets où la contrainte sociale disparaît. Ces espaces deviennent des zones de respiration, mais aussi des zones de danger. Dans le cas de Mathilde Seignière, les relations extra-conjugales n'étaient pas tant une recherche de scandale qu'une tentative de retrouver une forme de liberté émotionnelle. Elle répondait à un besoin de reconnaissance différente, moins conditionnée par l'image publique. Rien n'indique que ces relations aient été impulsives ou désordonnées. Au contraire, elles semblaient s'inscrire dans une logique de contrôle paradoxal. Discrétion absolue, cercle restreint, communication fragmentée. Tout était pensé pour éviter la fuite, l'exposition, la rumeur. Cette organisation révèle une chose essentielle. Mathilde Seignière était parfaitement consciente des risques. Elle ne vivait pas dans l'illusion de l'anonymat. Elle savait que chaque relation parallèle constituait une menace potentielle pour l'édifice patiemment construit. Et pourtant, elle persistait. Vivre dans le secret produit une forme particulière d'adrénaline. Chaque rendez-vous dissimulé, chaque message effacé, chaque alibi improvisé renforce le sentiment de transgression. Mais ce vertige a un prix. Il érode progressivement la stabilité psychologique. Chez Mathilde Seignière, cette tension constante entre prudence et désir créait une fatigue invisible. Le secret exige une vigilance permanente. Il transforme la vie quotidienne en champ de mines émotionnelles. Les proches, même sans connaître les faits, perçoivent souvent cette dissonance. Un changement d'humeur, une nervosité inhabituelle, une distance affective croissante, le mensonge, même silencieux, laisse des traces. Contrairement aux idées reçues, la célébrité n'abolit pas la solitude. Elle la redéfinit. Entourée en permanence, Mathilde Seignière semblait pourtant enfermée dans une bulle relationnelle étroite, où la confiance devenait rare. Les relations secrètes prennent souvent racine dans ce sentiment d'isolement. Elles offrent l'illusion d'un lien authentique, débarrassé des attentes sociales. Mais cette illusion est fragile car elle repose sur une asymétrie fondamentale. L'un des deux mondes ne peut jamais rencontrer l'autre. Cette impossibilité de réunir les fragments de sa vie accentuait la fracture intérieure. Dans l'espace médiatique, l'adultère des célébrités est rarement analysé avec nuance. Il est réduit à une faute morale parfois instrumentalisée comme une preuve de duplicité ou de décadence. Cette simplification ignore souvent la complexité des trajectoires individuelles. Dans le cas de Mathilde Seignière, le jugement à venir s'annonçait d'autant plus sévère que son image publique reposait sur la retenue et la respectabilité. Plus une célébrité est perçue comme exemplaire, plus sa transgression choque. Cette logique punitive ne laisse guère de place à l'analyse psychologique. Elle transforme une crise intime en affaire collective. À mesure que les relations parallèles se multipliaient ou se prolongeaient, le risque augmentait mécaniquement. Aucun système de dissimulation n'est infaillible. Plus le temps passe, plus les probabilités de fuite croissent. Ce qui commence comme un refuge devient une prison. Chaque décision vise alors moins à préserver le bonheur qu'à retarder l'effondrement. Dans cette phase, la célébrité ne protège plus. Elle amplifie la chute à venir. Mathilde Seignière entrait sans le savoir dans un engrenage dont l'issue ne dépendrait bientôt plus d'elle. Il est important de souligner que la véritable rupture s'est produite bien avant l'explosion médiatique. La fracture intime précède toujours le scandale. Lorsque l'image et la réalité deviennent incompatibles, l'effondrement psychologique est déjà en cours. À ce stade, Mathilde Seignière n'était plus seulement une figure publique sous pression. Elle était une femme en lutte contre sa propre fragmentation identitaire. L'adultère n'était plus un acte isolé, mais le symptôme visible d'un déséquilibre profond. Le scandale n'en serait que la conséquence. Il existe dans la trajectoire des célébrités un moment précis où tout bascule. Un instant où la frontière entre vie privée et espace public cesse d'exister. Pour Mathilde Seignière, ce point de non-retour prit la forme d'images. Des images intimes, sorties de leur contexte, arrachées à la sphère privée et projetées brutalement dans l'arène médiatique. Ce ne fut pas seulement un scandale, ce fut une dépossession. La diffusion d'images à caractère intime agit comme une onde de choc. Elle ne se contente pas de révéler, elle transforme. En quelques heures, parfois en quelques minutes, une personne cesse d'être perçue comme un individu pour devenir un objet de débat, de jugement, de consommation. Dans le cas de Mathilde Seignière, la rupture fut d'autant plus violente que son image publique reposait sur la maîtrise, la discrétion et la retenue. L'écart entre ce que le public croyait connaître et ce qu'il découvrait soudain provoqua un effet de sidération. Les images circulèrent rapidement, portées par les réseaux sociaux, reprises par certains médias, commentées, analysées, parfois détournées. Le mécanisme était lancé. Il ne s'agissait plus de comprendre, mais de réagir. Une fois l'intime exposé, la machine médiatique obéit à une logique autonome. Chaque média justifie sa couverture par l'existence d'une couverture concurrente.
Le silence devient suspect, l'absence de commentaires est interprétée comme un aveu ou une stratégie. Dans cet environnement, la nuance disparaît rapidement. Les images ne sont plus perçues comme des fragments arrachés à une vie privée, mais comme des preuves supposées d'un écart moral. Le corps devient un argument, l'intimité un dossier à charge. Mathilde Seignière n'était plus interrogée sur son travail, mais sur son existence même, sur ce qu'elle avait fait, sur ce qu'elle cachait, sur ce qu'elle était vraiment. L'exposition d'images intimes touche rarement les hommes et les femmes de la même manière. Dans l'espace public, le corps féminin reste un territoire hautement politisé, chargé de normes, d'injonctions contradictoires et de jugements implicites. Les réactions autour de Mathilde Seignière révélèrent cette asymétrie. Certains discours se voulaient de moralisateurs, d'autres faussement compatissants. Peu interrogeaient réellement la question du consentement, de la violation de la vie privée ou de la violence symbolique exercée. Le débat se déplaça rapidement. Il ne s'agissait plus de la diffusion des images, mais de leur existence même, comme si le fait d'avoir été photographié annulait le droit à l'intimité. Jusqu'alors, Mathilde Seignière avait toujours maîtrisé son récit. Elle choisissait ce qu'elle montrait, ce qu'elle disait, ce qu'elle taisait. Avec la diffusion des images, cette maîtrise s'effondra. Le récit lui échappa. D'autres parlèrent à sa place. Les interprétations se multiplièrent, souvent contradictoires, rarement bienveillantes. Chaque silence devenait une matière à spéculation. Chaque tentative de reprise de parole était disséquée, suspectée de calcul. Dans ce contexte, la célébrité devient une cage transparente. Tout est visible, mais rien n'est compris. Être exposé contre sa volonté produit un choc profond. Ce n'est pas seulement la honte ou la peur qui surgissent, mais un sentiment plus insidieux. La perte de souveraineté sur sa propre identité. Pour Mathilde Seignière, cette période fut marquée par un retrait progressif. Moins d'apparitions, moins de prise de parole, une distance croissante avec le monde extérieur. Le regard des autres devenait une menace permanente. Les spécialistes parlent souvent de viol symbolique pour décrire ce type d'exposition. Une intrusion durable qui ne se referme pas avec la disparition des images, car Internet n'oublie pas. Au-delà du choc médiatique, les conséquences professionnelles furent rapides. Certains projets furent suspendus, d'autres abandonnés sans explication officielle. Les justifications invoquées étaient vagues, contexte défavorable, images brouillées, période délicate. Dans l'industrie culturelle, les scandales intimes sont rarement condamnés publiquement. Ils sont gérés par l'évitement. La mise à l'écart se fait sans bruit, mais elle est redoutablement efficace. Mathilde Seignière découvrait une réalité brutale. La célébrité est conditionnelle. Elle repose sur une adhésion fragile, facilement réversible. Ce qui distingue le scandale intime de toute autre crise, c'est la participation active du public. Chacun commente, juge, partage. Le spectateur devient acteur, parfois sans en mesurer les conséquences. Dans cette dynamique, la personne concernée disparaît derrière la polémique. Mathilde Seignière n'était plus perçue comme une femme traversant une épreuve, mais comme un cas, un sujet de discussion. Cette déshumanisation est l'un des effets les plus destructeurs de l'exposition médiatique contemporaine. Après la diffusion des images, rien ne pouvait plus revenir à l'état antérieur. Même si les médias se détournaient, même si l'attention collective se déplaçait ailleurs, la rupture était consommée. Mathilde Seignière avait perdu le contrôle de son image. Bientôt, elle risquait de perdre bien davantage. Vivre sous le regard permanent des autres impose une discipline intérieure exigeante. Mais lorsque ce regard devient hostile, lorsqu'il scrute, soupçonne et juge, la discipline se transforme en enfermement. Pour Mathilde Seignière, la période qui suivit le scandale marqua l'entrée dans une zone plus silencieuse, mais infiniment plus dangereuse, celle de la fragmentation identitaire. Ce n'était plus seulement une crise d'image, c'était une crise de soi. Avant même l'exposition médiatique, Mathilde Seignière vivait déjà dans une forme de dualité. Une femme publique, visible, maîtrisée, et une femme privée, traversée par des désirs, des contradictions et des zones d'ombre. Tant que ces deux dimensions restaient étanches, l'équilibre semblait tenable. Mais le scandale fit exploser cette cloison. Désormais, l'identité intime était contaminée par le regard public, tandis que l'image publique était hantée par l'intime dévoilé. Il n'y avait plus de refuge possible. Chaque geste, chaque parole, chaque silence était interprété à travers le prisme de la révélation passée. Cette impossibilité de redevenir invisible est l'un des effets les plus corrosifs de la célébrité contemporaine. Vivre une double vie exige une énergie considérable. Il faut anticiper, contrôler, ajuster, corriger. Lorsque le scandale survient, cette énergie ne disparaît pas. Elle se déplace. La dissimulation n'est plus dirigée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Mathilde Seignière ne cherchait plus seulement à cacher des faits, mais à contenir ses propres émotions. La honte, la colère, la peur, la tristesse devaient être neutralisées pour continuer à fonctionner socialement. Ce mécanisme d'autocensure émotionnelle conduit souvent à l'épuisement mental. Le corps suit, puis lâche.
Après une exposition forcée, le regard des autres change de nature. Il n'est plus neutre ni bienveillant, il devient soupçonneux. Chaque sourire semble ironique, chaque silence chargé de jugement. Pour Mathilde Seignière, cette transformation fut brutale. Les interactions les plus ordinaires prenaient une dimension anxiogène. Était-elle reconnue? Était-elle observée? Était-elle jugée? Cette hypervigilance permanente est un symptôme classique chez les personnalités ayant subi une surexposition médiatique. Elle crée un état de tension chronique, incompatible avec une vie psychologiquement stable. Face à cette pression, l'isolement apparaît souvent comme une stratégie de survie. Se retirer, limiter les contacts, réduire les apparitions, mais ce retrait, s'il protège à court terme, fragilise à long terme. Mathilde Seignière s'éloignait peu à peu des cercles qui constituaient autrefois son soutien. Certains par peur d'être associés à la polémique, d'autres par malaise, incapables de trouver les mots justes. La solitude n'était plus choisie, mais subie. Lorsque la cohérence intérieure se fissure, le psychisme cherche des compensations. Elles peuvent prendre des formes diverses. Fuite dans le travail, hyper-contrôle du corps, dépendances affectives ou comportements à risque. Sans verser dans la spéculation, il est clair que cette période fut marquée par une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Contrôle du récit, contrôle des émotions, contrôle de l'image restante. Mais plus le contrôle est serré, plus la pression interne augmente. À un stade avancé, certaines personnes développent des mécanismes de dissociation. Elles se détachent émotionnellement de ce qu'elles vivent, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Cette distance permet de survivre, mais elle empêche aussi la reconstruction. Mathilde Seignière semblait évoluer dans cet entre-deux, présente physiquement, absente intérieurement, fonctionnelle mais profondément fragilisée. Cette dissociation est souvent invisible de l'extérieur. Elle passe pour de la froideur, du détachement, voire de l'arrogance. Elle est en réalité un signal d'alerte. Dans l'espace médiatique, on parle souvent de retour, de réhabilitation. Mais ces notions supposent une temporalité rapide, incompatible avec les processus psychologiques réels. Pour Mathilde Seignière, il n'était pas encore question de renaissance. La priorité était ailleurs, tenir, survivre, ne pas s'effondrer publiquement. La double identité n'était plus une stratégie. Elle était devenue une prison mentale. Lorsque l'unité intérieure se brise, aucune image publique ne peut la réparer. Mathilde Seignière approchait d'un point critique, le moment où le silence devient assourdissant, le moment où l'effondrement n'est plus une hypothèse, mais une issue probable. Il n'y a pas toujours de moment spectaculaire pour marquer une chute. Parfois, elle se fait dans le retrait, dans l'effacement progressif, dans le silence. Pour Mathilde Seignière, la fin du récit médiatique ne prit pas la forme d'un scandale supplémentaire, mais d'une disparition graduelle de l'espace public. Ce silence, loin d'être anodin, raconte souvent plus que les cris. Après la tempête, vient rarement l'apaisement immédiat. Dans le cas de Mathilde Seignière, les projecteurs se sont détournés sans cérémonie. Les invitations se sont raréfiées. Les projets annoncés ont été discrètement abandonnés. Aucun communiqué officiel, aucune condamnation publique, mais une réalité implacable, l'effacement. Dans l'industrie médiatique et culturelle, la chute ne se manifeste pas toujours par l'exclusion explicite. Elle se joue dans l'absence. Ne plus être appelé, ne plus être cité, ne plus être visible. Cette forme de sanction est d'autant plus violente qu'elle est silencieuse. Elle laisse peu de place à la défense ou à la reconstruction. Pour une personnalité habituée à exister sous le regard des autres, le silence peut être vertigineux. Il prive de repères, de validation, parfois même de sens. La célébrité, une fois disparue, laisse un vide que peu anticipent réellement. Mathilde Seignière se retrouvait confrontée à une question brutale. Qui est-on lorsque l'on n'est plus regardé ? Lorsque l'image publique, autrefois si soigneusement construite, ne fonctionne plus comme bouclier ou comme identité. Ce moment est souvent celui d'une profonde désorientation. La chute extérieure révèle une fragilité intérieure longtemps contenue. Certaines célébrités tentent un retour, une interview de vérité, un projet artistique plus intime, une prise de parole tardive. D'autres choisissent le retrait, parfois par lassitude, parfois par nécessité. Dans le cas de Mathilde Seignière, aucune stratégie de réhabilitation clairement assumée n'a émergé immédiatement. Ce choix, volontaire ou contraint, peut être interprété de plusieurs façons. Refus de se justifier, incapacité à affronter de nouveau le regard public ou simple besoin de se reconstruire hors des projecteurs. Le silence n'est pas toujours une fuite, il peut être une tentative de survie. Il serait trop simple de réduire cette histoire à une succession d'erreurs individuelles. La trajectoire de Mathilde Seignière interroge plus largement notre rapport collectif aux figures publiques. Les médias, en premier lieu, jouent un rôle ambivalent. Ils construisent des images idéalisées, puis s'en détachent brutalement lorsque ces images se fissurent. Le public, de son côté,
consomment, jugent, commentent, parfois sans mesurer l'impact réel de cette participation active. Quant à l'industrie culturelle, elle privilégie la sécurité à la loyauté. Une image jugée instable devient un risque à éviter, quel que soit le talent ou le parcours antérieur. Cette responsabilité diffuse rend toute reconstruction particulièrement difficile. Dans les récits médiatiques, la chute est souvent présentée comme une conséquence logique, voire méritée. Cette narration rassure, elle permet de croire que le monde est juste, que chaque transgression appelle une sanction. Mais la réalité est plus complexe. La chute de Mathilde Seigner n'est pas seulement le résultat de choix personnels, elle est aussi le produit d'un système qui exige la perfection tout en guettant la faille. L'histoire de Mathilde Seigner dépasse le cas individuel, elle révèle une société fascinée par l'intimité des autres, mais peu disposée à en assumer les conséquences humaines, une société qui exige la transparence, mais punit sévèrement ceux qui s'y exposent malgré eux. Elle interroge également notre rapport au corps, au désir, à la morale publique. Pourquoi certaines transgressions sont-elles jugées impardonnables? Pourquoi l'intime, une fois exposé, devient-il une condamnation durable? Il n'y a pas toujours de morale claire à tirer de ce type de trajectoire. Pas de leçon simple, pas de rédemption spectaculaire. Parfois, il ne reste qu'un constat. La célébrité est un espace instable, où la frontière entre reconnaissance et rejet est fragile. Mathilde Seigner n'est ni une héroïne, ni une coupable absolue. Elle est le reflet d'un système qui élève et détruit avec la même intensité. Sa chute, aussi brutale que silencieuse, nous renvoie à notre propre responsabilité de spectateur. Raconter cette histoire, ce n'est pas juger, c'est comprendre. Comprendre comment une image se construit, comment elle se fissure et comment l'humain disparaît parfois derrière le symbole. La véritable question n'est peut-être pas de savoir comment Mathilde Seigner est tombée, mais pourquoi nous avons regardé sa chute sans toujours chercher à comprendre ce qu'elle révélait de nous-mêmes.